Bonjour à tous et bienvenue dans ce test du Sony Ericsson Xperia Mini Pro. Ce modèle sorti en 2011 fait suite au Xperia X10 Mini Pro qui était donc sorti un an auparavant. Et l'avantage, c'est que Sony Ericsson a vraiment revu sa copie à la hausse pour toutes les caractéristiques techniques. Comme à l'accoutumée pour ces tests, il sera découpé en deux parties. Dans un premier temps, tout ce qui concerne le matériel, pour ensuite passer à Android et la surcouche qu'a rajouté Sony Ericsson. Nous commençons donc avec la partie matérielle dans un premier temps. Ce smartphone fait 92 mm en hauteur par 53 en largeur et enfin 18 mm d'épaisseur. Donc cela s'explique par la présence d'un clavier coulissant qui se déploie de la manière suivante. Voilà, tout simplement. L'avantage est que il est très bien équilibré parce que dans cette position, vous voyez qu'il ne penche absolument pas dans un sens ou dans l'autre. On va regarder rapidement ce clavier qui est donc sur 4 lignes avec l'ensemble des touches AZERTY. Pour ce qui est des raccourcis, on y accède grâce à la touche bleue ou asymétrique que vous voyez ici. Et pour la majuscule, c'est comme sur un clavier classique d'ordinateur. Donc une pression active la touche. Par exemple, si j'appuie sur le bleu une fois et le A, ça va me faire un 1. Par contre, si j'appuie une deuxième fois sur la touche à côté, ça me mettra un Z et non un 2. Alors pour pouvoir l'activer tout le temps, il suffit soit d'appuyer deux fois, soit de maintenir appuyé. C'est donc valable pour les trois touches qui se trouvent ici. Pour ce qui est des autres touches, je vous laisse regarder. À noter qu'il y a ici les 4 touches directionnelles, ainsi que ici effacer, valider. Bien qu'un clavier coulissant soit présent, cela n'empêche pas d'utiliser le clavier virtuel qui est sur l'écran, mais vu qu'il est relativement petit, il vaut mieux utiliser celui-ci. Donc on va regarder rapidement le contour de ce téléphone. Donc sur l'avant, on voit principalement que c'est une surface noire qui est d'assez bonne facture. Vous pouvez ensuite remarquer qu'il y a ce contour en métal qui fait le tour de l'appareil. Voilà, avec ici une légère, courbe qui est du plus bel effet. C'est donc en métal et ça donne une bonne facture. Et enfin, il y a sur l'arrière cette coque qui permet d'accéder à la batterie, qui est dans une matière très agréable au toucher et qui aura la particularité de ne pas glisser sur les doigts, ce qui est relativement pratique, notamment pour un petit smartphone qui pourrait facilement tomber. Alors maintenant, on va regarder tout d'abord l'écran qui est donc revu à la hausse. Auparavant, il faisait 2,55 pouces. Il est maintenant de 3 pouces. La résolution affichée est également à la hausse car elle est maintenant de 480 par 320 pixels. C'est du classique pour du 3 pouces. En revanche, le gros défaut de cet écran, c'est sa densité de pixels qui est uniquement de 160 pixels par pouce. Donc si j'allume le téléphone et que on zoome vraiment dessus, vous allez pouvoir remarquer que les pixels se voiraient vraiment. Alors je sais pas, l'impression n'est peut-être pas très bien ressenti, mais en tout cas sur les photos que vous verrez dans le test, c'est vraiment une impression qui gâche ce smartphone. Voilà, l'écran a cette densité de pixels vraiment trop faible, mais cela reste un smartphone relativement accessible au grand public, donc on ne peut pas non plus dénigrer là-dessus. La technologie de l'écran, c'est du LCD avec du rétroéclairage LED. 16 millions de couleurs sont affichées et le multitouch, c'est-à-dire le nombre de doigts reconnus à l'écran simultanément, est de 4, ce qui est amplement suffisant pour ce type d'appareil. L'écran est compatible Bravia Engine, c'est-à-dire que
c'est une fonction que l'on peut activer qui améliore la qualité des photos et des vidéos. Alors pour avoir testé avec et sans, c'est très difficile de voir une différence, mais Sony Ericsson dit qu'il y a une réelle valeur ajoutée, donc on espère les croire. Maintenant, on va s'attarder sur les différents éléments qui constituent ce smartphone. Donc, on va tout simplement regarder sur le haut dans un premier temps. Alors, est-ce qu'on va arriver à l'apercevoir? Voilà. Ici, il y a deux capteurs de proximité qui sont donc utilisés lorsque vous appelez et donc qui permettent d'éteindre l'écran lorsque il est près de votre oreille et de le rallumer lorsque vous le rapprochez. Au milieu, il y a le logo Sony Ericsson avec au-dessus le haut-parleur qui est utilisé lors des conversations téléphoniques. Juste à côté, une caméra frontale de type VGA qui n'offre pas le zoom, autant en vidéo qu'en photo. Et juste à côté, il s'agit d'un capteur de luminosité. L'inconvénient, c'est que bien qu'il y ait ce capteur, Sony Ericsson n'a pas intégré dans son smartphone la possibilité d'ajuster de manière automatique la luminosité en fonction de la lumière ambiante, ce qui est plutôt dommage car ça aurait pu économiser de la batterie. Maintenant, on passe sur le bas avec donc deux touches tactiles retour et menu et le bouton accueil qui lui est de type physique. C'est les mêmes codes qu'on peut retrouver sur les nouveaux smartphones, notamment le Xperia Ray. Maintenant, on va regarder les différentes tranches avec sur le dessus un jack de 3,5 mm qui va donc pouvoir servir avec le kit main libre fourni à utiliser la radio FM avec RDS. Juste à côté, on voit qu'il y a un petit micro qui, de par son emplacement, va principalement être utilisé pour annuler le bruit ambiant et pour le capteur de vidéo qui est juste derrière. Ici se cache le micro USB 2.0, voilà, qui se cache sous cette trappe. Il permet à la fois de recharger le téléphone, mais aussi de transférer des données vers un ordinateur, et également de mettre à jour le téléphone lorsqu'il y en a une. Juste ensuite, il y a le bouton on-off, ainsi que la possibilité de déverrouiller l'écran lorsque le système est activé. Sur la tranche gauche, il n'y a rien. Sur la tranche droite, il y a les boutons du volume, ainsi que ici un bouton pour prendre des photos. Donc un appui une fois, ça permet de faire le focus, et un appui long permet de réellement prendre la photo. L'inconvénient de l'emplacement de ces boutons, c'est lorsque le clavier est déployé, c'est très difficilement accessible car il faut aller les chercher derrière. Maintenant, on regarde le bas où il y a un emplacement pour pouvoir y mettre une lanière. Sur le dos, il y a ce capteur qui est de 5 mégapixels et qui va donc prendre de belles photos. Il est accompagné d'un flash LED juste au-dessus et d'un autofocus. Des vidéos pourront être prises en 720p. Malheureusement, vu que le smartphone est encore sous Android 2.3.3, le zoom n'est pas activé, mais dès qu'il passera sous la 2.3.4, cela sera possible. Donc c'est juste une question de temps. On voit ensuite le logo Xperia et comme à l'accoutumée, le logo Sony Ericsson en 3D. Juste au-dessous, il s'agit tout simplement d'un haut-parleur. Maintenant, on va accéder à la batterie. Alors pour cela, il suffit d'utiliser l'emplacement pour la lanière et de tout simplement tirer. Donc c'est parfois difficile d'enlever cette coque. Alors c'est vraiment variable. Là en l'occurrence, j'y suis arrivé simplement, c'est pas toujours le cas. Donc voilà, je vous laisse regarder pour ceci. L'emplacement pour la carte micro SD se trouve ici et donc permet la possibilité de l'enlever lorsque le système est allumé. Par défaut,
Sony Ericsson donne une carte de 2 Go, mais elle pourra être remplacée par un autre modèle qui sera jusqu'à 32 Go. La batterie fait 1200 mAh et lui offre une autonomie d'environ une journée, mais c'est parfois difficile. Il faut donc parfois être relativement habile dans la gestion de l'énergie. Mais cela est globalement commun à tous les smartphones. Juste au-dessous de cette batterie, on retrouve ici l'emplacement pour les cartes SIM, qui fait donc passer à d'anciens modèles de téléphone portable, parce que voilà, les cartes SIM n'étaient pas facilement enlevables. Donc ici, il est clair et précis que Sony Ericsson a fait le choix de ne pas pouvoir les enlever à chaud, alors que pourtant Android sait gérer ce type d'événement. Alors voilà. Maintenant qu'on a regardé cela, j'ai oublié un petit détail tout à l'heure, c'est ici il y a une LED de notification multicolore qui va donc s'afficher en rouge par exemple lorsque le téléphone est en charge, ou en vert lorsqu'une notification arrive. Si des applications utilisent ce petit outil, il est également possible d'afficher d'autres couleurs. Voilà. Alors pour ce qui est des spécifications techniques maintenant, son prédécesseur avait un processeur cadencé à 600 MHz et maintenant il est de type Qualcomm Snapdragon MSM 8255 cadencé à 1 GHz, c'est donc beaucoup plus puissant, donc beaucoup plus fluide, car en fait Sony Ericsson a fait le choix d'intégrer ce processeur sur la quasi-totalité de ses smartphones en 2011, et vu que l'architecture est similaire d'un modèle à l'autre, on a des optimisations réellement poussées, et Sony Ericsson a fait du très bon travail là-dessus. Pour ce qui est de la RAM, elle est de 512 mégaoctets, et pour ce qui est de la mémoire interne, elle est de 400 mégaoctets pour l'utilisateur. Au niveau de la connectivité, il y a donc du Wi-Fi 802.11b, G et N qui arrive à capter la majorité des réseaux Wi-Fi sans aucun problème. Il est compatible DLNA et peut faire des hotspots Wi-Fi en partageant la connexion 3G et 3G+. Pour l'avoir utilisé plusieurs jours, il n'y a aucun problème au niveau de cette connexion. Notamment, il ne passe pas son temps à switcher entre 2G et 3G ou 3G et 3G+. C'est vraiment un avantage dans la mesure où à chaque fois ça annule la connexion et ça fait donc perdre un peu de temps. Mais là, c'est vraiment pas le cas. Il possède également du Bluetooth 2.1 avec A2DP et EDR. Voilà ce qu'il y avait à dire sur la connectivité. Pour ce qui est du GPS qui est intégré, il a l'avantage de faire un fixe extrêmement rapide. En revanche, le fixe et le nombre de satellites reçus est plutôt mauvais parce qu'il se contente généralement à 5 satellites, là où des smartphones quasiment identiques de la même marque, on trouve une dizaine. Alors il semble y avoir un petit problème là-dessus. Cela engendre donc des problèmes de précision. Alors c'est pas forcément très utile pour un GPS, mais il est toujours mieux d'avoir le résultat le meilleur possible. Pour terminer, je vous signale la présence d'un accéléromètre qui va donc permettre à l'écran de s'aligner en fonction de l'orientation. Lorsque le clavier est déployé, l'écran va forcément se mettre au format paysage. Lorsqu'il est fermé, il sera possible soit de faire du portrait, soit du paysage. Tout dépendra de l'application qui est utilisée. Voilà ce qu'il y avait à dire sur cette partie matérielle de ce smartphone, qui, comme vous avez pu le remarquer, est donc entièrement revu à la hausse. C'est un très bon compromis, et on va s'intéresser dans une deuxième vidéo aux nouveautés. Pour terminer la vidéo, on va regarder la boîte. C'est toujours similaire à ce qu'il y a pour du Sony Ericsson, avec ici l'emplacement du téléphone lorsque vous le découvrez. Il y a donc un adaptateur secteur qui utilise un micro USB. Il est compatible avec Greenheart, qui est présent sur de nombreux produits de la marque, et qui donc est favorable à l'économie d'énergie.
Le câble micro USB, il est donc ici avec de l'USB 2.0 sur ce côté et du micro USB 2.0 sur l'autre. Voilà. Il se branche donc sur l'adaptateur secteur ici et vient se mettre là-dessus sur le téléphone. Le kit main libre, le voici. Il est donc commun à de nombreux modèles de la marque. C'est donc du jack 3,5 mm avec deux écouteurs mais qui n'ont pas de mousse. Pour ce qui est du micro, il se trouve sur cette partie. Voilà. Et juste à côté, un bouton pour annuler les appels, par exemple, ou décrocher. Et pour ce qui est de la musique, ça sert de lecture-pause. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas des boutons suivants et précédents, notamment pour Sony Ericsson, qui possède tout de même la marque Walkman grâce à Sony. Un problème de ce kit main libre, c'est qu'il n'est pas compatible, ou très peu, avec les autres modèles d'autres marques, par exemple un ordinateur. En effet, le son est vraiment dégradé, et c'est quasiment inutilisable, donc c'est très étrange, alors qu'il s'agit pourtant d'un standard qui est le jack. Voilà, Sony Ericsson a fait un travail assez étrange sur cet accessoire. Pour ce qui est du reste de la boîte, il y a bien évidemment les manuels classiques et ici, une protection pour l'écran est également incluse avec, comme vous pouvez le voir, le nécessaire pour vous aider à bien le placer, et avec même une petite chiffonnette, donc vraiment de la bonne qualité pour Sony Ericsson.